Eh bien voilà, nous sommes le 11 mars et il est environ 16 h. Ce n'est pas la golden hour, mais je me décide à sortir parce qu'on annonçait de la pluie toute la journée et donc il ne pleut pas. Et oui. Et je me dis, bon, ne jouons pas trop avec notre chance. Remarquez que là, il fait fort gris, mais là, il y a du ciel bleu. Hein. Enfin, ça paraît pas fort bleu, là, comme ça, si, non? Ben bon, je vous garantis qu'il y a du ciel bleu. Et alors, évidemment, encore plus bleu que le ciel bleu, il y a du Goliath. En forme, de Goliath. Plus qu'en forme. Énorme promenade avant-hier, et c'est reparti. Tant mieux. Bon, alors, des événements non dépendants de ma volonté font que, aujourd'hui, je vous shoote cette vidéo génomique. Je pense d'ailleurs que c'est la 16e, si je me trompe, avec un nouveau génotype dont je vous ai déjà pas mal parlé, mais sans entrer dans les détails, parce que je réservais la primeur à ces 12 heures de vidéos que j'ai shootées au mois de décembre, qui vont être publiées sur YouTube sous forme de ce qu'on a pompeusement appelé masterclass. Bon, j'espère que le résultat sera à la hauteur. Il y a d'autres masterclass dans la même série qui sont de qualité, donc voilà, ça promet. Ce n'est pas ma production, mais je suis le seul interviewé, et donc 12 heures, vous allez avoir une fameuse tranche, et tout ça c'est sur la génomique, avec évidemment tous les conseils annexes, donc ce sera assez complet. Mais la parution de ces masterclass est retardée, ça devait sortir en mars, bon, ça me paraissait un peu optimiste, en effet, donc maintenant ce sera plutôt pour le mois de mai. Et bon, j'ai encore un dernier petit délai n'est pas à exclure, donc mai, juin, nous verrons, vous serez prévenus. Toujours est-il que je ne peux plus retarder le partage de... on avait Oxo, hein, on avait Oxo, on n'a plus Oxo. Il y a un gros chien labrador chocolat qui est venu se mêler à l'histoire. Oxo a pris la tangente. Dommage. Bon, bah écoutez. Et le palou est enfermé à la cave parce que les deux grands chiens sont là. Nous sommes un lundi. Les deux grands chiens sont là. Le palou est planqué. Il n'y a pas moyen de l'avoir en promenade les lundis. Et donc, bref, je me retrouve avec le dénommé Goliath, Lhasa Apso de profession, et qui est déchaîné. Bon, tant mieux. Mais j'ai déjà dit. Et donc, le sujet du jour, c'est un nouveau génotype que j'allais vous présenter pour la toute première fois dans les masterclass. Je n'attends plus, le moment est venu. Il s'agit de l'acronyme AMY1A, l'amylase 1A, AMY. Donc, il s'agit de l'amylase salivaire. Et c'est très particulier parce que c'est le tout premier génotype dont je vous parle. Et c'est d'ailleurs le seul que j'utilise parce que j'utilise encore plus de génotypes dans ma pratique de manière très ciblée, hein, au cas par cas. Beaucoup plus que ce que je vous ai présenté. Probablement une bonne trentaine au départ, hein, alors que je vous avais présenté, on avait une dizaine. Mais celui-ci est très important parce qu'il va jouer un rôle primordial dans la diète. Et donc, il va rejoindre 3 autres génotypes qui impactent la diète des gens, que j'utilise très soigneusement, très attentivement pour mes patients. Évidemment, le plus important de tous, l'ApoE, petit a, petit p, petit o, E majuscule, que la plupart d'entre vous connaissent maintenant. Il y a 3 versions, ApoE2, ApoE3
ApoE4 et l'ApoE4, ça existe. C'est pas des sous-types. Bon, ceux qui sont au courant me comprendront. Et donc, ça c'est l'ApoE super fondamentale parce que ça vous dit un peu la quantité de graisse qu'il faut inclure dans votre alimentation. Et plus on descend dans les ApoE, plus on monte les graisses. 4, 3, 2. ApoE2, énormément de graisse, nette tendance vers le cétogène. Et puis alors évidemment quelque chose de très simple, c'est le LCT, tolérance au lactose ou pas. Bon ben ça joue sur l'alimentation bien entendu, aux côtés d'autres choses. Je vous parle ici des génotypes. Il est évident qu'en ce qui concerne les laitages, il y a aussi les allergies aux protéines laitières, dont je parle par ailleurs, je ne reviens pas là-dessus. Et puis alors il y a un troisième génotype que je vous ai quand même présenté à de multiples reprises. Donc on va passer là-dessus tout de suite, mais c'est le génotype DIE2 qui est en principe prévu pour peaufiner la compréhension de votre fonction thyroïdienne. Et DIE2 évidemment c'est l'acronyme de déiodinase 2 pour voir à quel point vous êtes capable ou moins capable. On est toujours quand même un peu capable, mais on peut l'être nettement plus ou nettement moins, de convertir les pro-hormones thyroïdiennes T4 en hormones actives T3. Le problème venant surtout du génotype DIE2 homozygote ancestral, donc de mauvais convertisseurs. Alors selon les labos, c'est des lettres différentes, donc je ne vous donne pas de lettres, je vous demande simplement de regarder les conclusions du laboratoire qui vous disent à ce moment-là homozygote, mauvais convertisseur, que moi j'appelle ancestral, parce qu'il y a 20 000 ans et plus, 25 000 ans a fortiori. Et donc quand les différentes espèces humaines coexistaient il y a 50 000 ans, 3 espèces, eh bien tous ces humains étaient mauvais convertisseurs homozygotes. La version convertisseuse, si vous voulez, le génotype convertisseur n'est apparu qu'avec l'avènement du mésolithique et a fortiori du néolithique, de par notamment la pression d'une alimentation beaucoup plus riche en glucides. Et donc quand vous avez ce génotype ancestral homozygote, mauvais convertisseur, il faut manger comme ses ancêtres, c'est-à-dire beaucoup plus de graisse, beaucoup plus carnivore et relativement peu de glucides, parce que quand vous mangez peu de glucides, vous avez besoin de moins de T3 et donc vous n'êtes pas perturbé par cette mauvaise capacité de conversion. Et mes patients à qui j'ai appliqué ces nouvelles règles dans les derniers 15 mois, on va dire, 15 à 18 mois maintenant, font des progrès remarquables. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Rien de tel que pour ces DIE2 ancestraux homozygotes de franchement réduire, shrink, j'ai envie de trouver des mots anglais ici, réduire, bon, pas terrible, j'ai envie de dire compacter, de vraiment minimiser, voilà, ça c'est peut-être mieux, de minimiser votre consommation de glucides, parce qu'alors vous n'avez pas besoin de toute cette T3, et comme vous avez du mal à la faire de manière adéquate, eh ben vous allez beaucoup mieux, ok? Alors aujourd'hui, j'aurai peut-être besoin d'une deuxième vidéo pour aller dans tous les détails, parce que bon, voilà, le temps passe, mais là maintenant il nous reste une petite vingtaine de minutes pour vous présenter vraiment cette amylase salivaire, et qui ne devrait pas vous surprendre, parce que une amylase, qu'est-ce que vous voulez, c'est prévu pour digérer les glucides, donc les féculents. Et
c'est l'enzyme principale de la digestion des glucides. Il n'y a pas photo. Alors, on a aussi de l'amylase pancréatique, mais qui joue un rôle secondaire parce que la digestion cruciale des glucides s'opère dans la salive, d'où le rôle primordial de la mastication. Hein, il est évident que tous ces aliments assez mous, type féculents, que ce soit du riz, des pâtes, même des pâtes de sarrasin, hein, puisque sarrasin c'est quand même un féculent, il y a un peu plus de protéines que dans le blé évidemment, mais donc tous ces aliments que les gens en fait avalent, hein. Ils ont du riz en bouche, ils ont faim, ils avalent, c'est une catastrophe. Il faut mâcher tout ça, hein. Il faut mâcher pour imprégner ces féculents de salive. Et dans cette salive, il y a l'amylase salivaire. Okay, alors, je vais tout de suite au but ici. C'est vrai que ça fait déjà quelques minutes que vous attendez. Donc maintenant, je vais tout de suite au but. L'amylase salivaire vous permet donc de digérer, de décomposer ces glucides complexes. Donc, ce sont des chaînes essentiellement de glucose, hein, toutes ces maltodextrines, hein, y compris d'ailleurs celles qu'on ajoute, hein, aux aliments avec lesquels on remplace, par exemple, le lactose, hein, dans les produits sans lactose, à bannir, hein, produits sans lactose. Et donc, peu importe, tous ces glucides avec des chaînes intriquées de glucose qui s'attachent par différents carbones, donc il y a différentes liaisons glucose-glucose, tout ça est pulvérisé par l'amylase salivaire et est réduit à des oligosaccharides, enfin vraiment très oligo, hein, oligo veut dire peu, c'est vraiment très peu parce qu'on a comme produit de la digestion par l'amylase, on a du maltose, qui sont en fait deux glucoses attachés. Hein. Je vous rappelle que le saccharose, le sucre de table, c'est un glucose et un fructose. Le galactose, c'est... le lactose, c'est... un glucose et un galactose, donc tout ça ce sont des disaccharides. Eh bien le maltose est un autre disaccharide, mais tout simplement fait de deux glucoses et qui, autant le lactose est pris en charge par la lactase et le saccharose est pris en charge par la saccharase, eh bien ce n'est pas une surprise, le maltose est pris en charge par la maltase. Alors, je crois qu'il y a aussi le maltotriol, où il y a 3 glucoses attachés, maltotriol, qui va aussi être digéré, comme les autres disaccharides, enfin celui-là c'est un trisaccharide, tout ça est digéré dans la bordure en brosse de l'intestin grêle, par tous ces enzymes qui sont donc... présent dans la bordure en brosse, hein. Ça c'est pas présent dans la salive ou dans les sucs pancréatiques, ok. Alors dans les sucs pancréatiques, vous avez toute la gamme des enzymes digestifs, des enzymes protéolytiques, des lipases, hein, donc protéolytiques ou protéases pour digérer les protéines, lipases pour digérer les graisses, pour autant qu'elles soient émulsifiées grâce aux sels biliaires présents dans la bile, qui est produite par le foie, libérée par la vésicule. Vous voyez que tout le système digestif se remet en synergie là-dedans. Je fais des petits rappels parce que bon, tout le monde ici n'a pas le même niveau de base en anatomie et en physiologie. Et puis, bon, on a tous étudié ça au secondaire, je crois que ça s'apprend au secondaire. J'ose espérer que c'est toujours le cas, mais on oublie un peu. Donc, cette bordure en brosse de l'intestin grêle
est crucial pour digérer tous ces petits sucres. Et donc, soit dit en passant, après une grosse gastro-entérite virale, après une grosse diarrhée qui peut suivre un empoisonnement alimentaire, ce genre de choses, votre bordure en brosse est en lambeaux. Il y a d'ailleurs une phase transitoire de hausse de la perméabilité intestinale. Il y a un leaky gut consécutif à ce genre d'accident ou d'infection transitoire, ça récupère. Mais il est évident qu'après un épisode de diarrhée, quelle que soit sa cause, cette capacité notamment de digérer le lactose grâce à la lactase de la bordure en brosse est compromise. Et donc, ne pas s'étonner de certaines intolérances passagères, pas boire du lait après une diarrhée, c'est une très mauvaise idée. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de boire du lait tout court? Bon, on peut se poser la question, mais bon, ma foi, ceux qui le tolèrent, pourquoi pas. Mais là, après une diarrhée, personne ne va bien le tolérer. Et donc, tout ça va également valoir pour la fameuse maltase dont nous sommes en train de parler. Mais donc, la conclusion de tout ceci, c'est que pour ce qui est de la digestion des glucides, c'est vrai qu'il y a une petite aide de l'amylase pancréatique, mais c'est un rôle secondaire et le rôle principal est joué par l'amylase salivaire. Et donc, en rappelant qu'il faut absolument mâcher pour que cette salive pleine d'amylase imprègne évidemment les glucides à digérer, les féculents à digérer, le rôle de cette amylase salivaire est tout à fait prépondérant. Donc, si vous voulez digérer des glucides, il vous faut suffisamment d'amylase salivaire. Et là, le génotype AMY1A intervient parce que ce génotype va nous dire, sans entrer dans une donnée chiffrée précise, mais va nous dire si vous avez peu ou beaucoup d'amylase salivaire. Et donc, si vous avez une faible capacité de digérer les glucides, peu d'amylase salivaire, ou une bonne capacité de digérer les glucides, beaucoup d'amylase salivaire. Et bien entendu, ça ce sont des génotypes homozygotes, d'un côté, peu, ou de l'autre, beaucoup. Et il y a bien entendu le génotype intermédiaire, qu'on appelle hétérozygote, où il y a une quantité moyenne d'amylase salivaire, ni beaucoup, ni peu. Okay ? Alors, un peu plus technique maintenant, le génotype en question, donc, dont l'acronyme est AMY1A. Alors, les deux, c'est justement les amylases pancréatiques. C'est pour ça que c'est 1A. Bon, alors, il y a probablement un B, mais des rôles tout à fait mineurs. Et le polymorphisme, c'est pas vraiment un polymorphisme, c'est pas un SNP, c'est un CNIV. Donc, j'aurais pas dû dire le mot polymorphisme, vous voyez, c'est les habitudes. Le CNIV, CNV, Copy Number Variant, que nous étudions, qui est mon Goliath. J'ai perdu mon Goliath, moi. Ah, loin. Je le perds. Je le perds en tout cas dans la caméra, mais pas au bout de ma laisse. Et donc, ce CNIV est prenez vos notes, RS, c'est toujours un petit R, petit S, pour savoir exactement de quelle variation génétique on parle. Variation génétique, donc c'est soit SNP, Single Nucleotide Polymorphisme, ou CNIV, Copy Number Variant. Ici, c'est un CNIV, c'est le premier que je vous présente. C'est un des deux que j'utilise. Il y en a un second qui est intéressant aussi, mais que je n'ai pas encore mis en application. Donc, ces Copy Number Variant ne se traduisent pas par des protéines, typiquement des enzymes,
qui sont plus ou moins actifs, plus ou moins efficaces, plus ou moins performants, mais se traduisent par une multiplicité de la présence du gène dans notre génome. C'est quand même très étonnant. Donc pour l'amylase, personne parmi vous, ni moi, ni d'ailleurs Goliath, mais pour les chiens, il s'agit de l'amylase pancréatique, ils n'ont pas d'amylase salivaire parce que les chiens ne mâchent pas, comme vous savez. Donc la digestion des glucides se fait plus bas par après, amylase pancréatique. Mais aucun des canidés dont je vous parlerai peut-être dans l'opus 2, parce qu'il faudra 2 opus pour faire le tour de ce sujet qui est très très important, ni les canidés ni les humains ne se contentent d'une seule copie de l'amylase salivaire ou pancréatique si on parle des canidés. C'est assez étonnant, il y a toujours au moins 2 copies. Les humains ont toujours au moins 2 copies de l'amylase salivaire. Les loups, puisque j'ai dit qu'on parlerait des canidés, tous les loups ont 2 copies de l'amylase salivaire. Je regarde si les grands chiens débarquent. Mais pas encore. Ils vont nous rejoindre à un moment donné dans la promenade. Et donc, ça commence à 2 pour les humains. Pour les loups, c'est 2. Tous les loups, c'est 2 copies. Les humains, c'est minimum 2 copies. Quand on vous dira, avec un résultat du génotype AMY1A, qu'il y a peu de copies, donc les homozygotes ancestraux, je pense qu'on peut les appeler comme ça, plutôt que des sauvages et variants, parce que finalement, ça c'est quand même dangereux, parce que les anciens sauvages peuvent devenir les variants modernes. Non, c'est le bazar avec le DIE2 terminé, tout ça. Donc on va ici aussi utiliser des adjectifs homozygote ancestral, peu de copies, étant donné que à ces temps reculés, il n'y avait pas beaucoup de glucides à digérer, et donc les humains avaient peu de copies. Voilà. Et donc ceux qui ont peu de copies, les homozygotes, on va dire donc ancestraux, peu producteurs d'amylase, on peut considérer qu'ils ont 4 copies ou moins. Voilà, c'est ça un peu la tape, ok? Donc c'est pas grand-chose. Parce que les homozygotes, donc je parle d'humains, les homozygotes modernes, pour l'AMY1A, ont jusqu'à 18 copies. Ah oui, de 2 à 18. C'est du sérieux, cette histoire AMY1A, du très sérieux. J'ai tout de suite fait tilt quand j'ai appris, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 an, il a fallu 1 an pour avoir ça mis en train. J'ai 3-4 mois maintenant de recul, donc j'ai déjà des dizaines et des dizaines de cas, et c'est très 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 intéressant sur le plan clinique, tout comme les autres génotypes. Je crois que le fait d'orienter les gens pour ce qui est de leur diète, de l'équilibre entre les macronutriments, voire de choses un peu plus fines comme la tolérance au lactose en fonction des génotypes, c'est imbattable. Pour moi, c'est l'avenir. D'où ces fameux masterclass dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, ces variations chez l'humain entre 2 et 18 copies ne font que singer, si j'ose dire, mais on ne va pas parler des singes là-dedans, je ne sais pas combien ils ont de copies de l'amylase, mais ce que je peux vous dire, c'est que si les loups ont 2 copies de leur amylase pancréatique, eh bien les chiens qui ont évolué en 15 000 ans, mais qui ont évidemment affronté la révolution du mésolithique et encore pire du néolithique, où évidemment leur exposition aux glucides en tant que compagnon des humains a explosé, eh bien le nombre de copies de l'amylase a explosé aussi, parce que les chiens ont entre 4 et 30 copies
de l'amylase pancréatique. Alors quand j'avais vu ça il y a un an, un peu plus d'un an, pour les canidés, je me suis dit là il y a quelque chose. Je me suis vite rendu compte que c'était le cas chez les humains, hein, et donc j'ai demandé au laboratoire de génomique de développer le test de la MY1A. Mais regarde, tellement vite finalement. Hein. RS. Est-ce que je vous ai donné le RS? Je ne sais plus. Bon, il y a des distractions hein, avec ici dans la nature. Donc je vous le redonne de toute façon si je ne l'ai pas donné. 111, 3 x 1, 85, 0,98. Je crois pas que je vous l'ai donné finalement. RS 3 x 1, 85, 0,98. Ça c'est pour récompenser celui qui écoute jusqu'au bout. Vous voyez, celui qui a lâché en milieu, en milieu de vidéo, il n'a pas le RS. Là maintenant vous l'avez. Bon voilà, ça coûte une cinquantaine d'euros. Ça vaut la peine de savoir si vous avez peu de copies ou beaucoup de copies. Parce que si vous avez peu de copies, les petits gars, vous n'êtes pas bien équipé pour digérer les glucides. Et donc si vous mangez beaucoup de glucides, vous savez ce qui se passe? Vous les offrez sur un plateau d'argent à une population microbienne de fermentation qui se fait une joie de proliférer sur les glucides. Et ça, c'est quoi? Mais c'est les levures et c'est les bactéries de fermentation. Donc c'est très très simple ici comme principe. Hein. Vous n'avez pas une bonne capacité au niveau de votre digestion glucidique par manque d'amylase salivaire, peu de copies, un CNIV homozygote ancestral pour l'AMY1A. Si vous mangez beaucoup de glucides, vous allez par définition créer une dysbiose intestinale de fermentation. Bactérienne de fermentation, voire fongique, et évidemment facilement les deux. C'est quand même super fondamental. Okay. Alors, il y a des complications au niveau de ce qu'on peut attendre comme valeur de glucose, d'insuline et d'hémoglobine glycosylée dans ces différents génotypes. Donc, il faut qu'on y revienne. Il fallait un opus 2. J'étais persuadé qu'on n'arriverait jamais à boucler ça en 28 minutes. Ce qu'on a bouclé, c'est un beau début de promenade. Vous voyez qu'on est parti ici pour des heures. Super Goliath et moi-même, faute de chat, vous souhaitons un bon week-end et vous proposons de revenir pour l'opus 2 dans une semaine. Ok? Bye bye.